passer à la prochaine séquence de cette université. On va parler de mobilité. Et donc j'appelle pour cela Guillaume Lapierre, qui est directeur du développement et des opérations pour les services de mobilité chez Vinci Highway, et qui est aussi DGA de Cyclope.ai, dont il va nous parler. Et puis Nicolas Coulombel, qui est le directeur adjoint du LVMT à l'École des Ponts pour le laboratoire Ville, Mobilité, Transport, qui lui va nous parler des applications de l'intelligence artificielle pour la mobilité décarbonée, avec quelques exemples, et notamment l'implantation des bornes de recharge et les aides au covoiturage. C'est à vous. Merci. Bien, bonjour à tous. Donc moi, je suis effectivement Guillaume Lapierre, directeur général de Cyclope. C'est une filiale de Vinci Autoroute qui est dédiée à faire de l'intelligence artificielle sur les images dont on dispose avec tous nos caméras. Je vais essayer de vous faire un petit panorama de tout ce que Cyclope a construit depuis quelques années, puisque ça fait maintenant 7 ans que Cyclope existe, et donc ça permet de faire un petit retour sur qu'est-ce qu'on a été capable de faire depuis 7 ans. Alors, peut-être un retour aux origines de Cyclope. Pourquoi on a créé cette entité? La décision à la base était assise sur le fait que nous avons sur nos autoroutes beaucoup de caméras qui sont installées. Certaines servent pour faire fonctionner le péage, mais beaucoup servent également à surveiller le trafic. Et jusque-là, ces caméras, elles ne sont regardées par quelqu'un, un être humain, qu'au moment où il se passe quelque chose, et on a besoin d'aller voir dessus ce qui se passe. Le reste du temps, elles génèrent des flux vidéo qui sont perdus ou qui sont inutiles à l'exploitation. Et le concept, l'idée même de base de créer une filiale à cette époque-là, à l'époque de montée en puissance des algorithmes de machine learning, c'était qu'est-ce qu'on peut faire de tout ce patrimoine dont on dispose, de tous ces flux vidéo qui ne sont pas exploités suffisamment, pour créer de la connaissance et puis pour optimiser le fonctionnement de nos autoroutes. Donc ça, c'est le point de départ de la réflexion. On a donc monté cette structure qui dispose d'une vingtaine de personnes, dont 5 scientifiques, 5 data scientists, qui ont construit une série de modèles IA qui vont servir à construire des outils, des cas d'usage qui sont bénéfiques à l'exploitation. Et donc on part de briques techniques qui sont chacune un modèle IA de computer vision, donc d'intelligence artificielle sur image. Donc c'est des réseaux de neurones convolutifs, c'est ce qui se fait depuis quelques années sur la reconnaissance d'images, mais ce sont des briques uniques, donc une brique qui permet de suivre un véhicule sur une vidéo, une brique qui permet de reconnaître la plaque, par exemple, une brique qui permet de classifier le véhicule, de savoir si c'est une voiture, un camion, etc., de reconnaître les traits de la chaussée, etc. Donc toutes ces briques sont chacune un modèle IA qui est chacun entraîné sur le patrimoine de données dont on dispose sur notre réseau Vinci. Donc on a la chance d'avoir toutes ces données de toutes ces caméras. Elles sont de bonne qualité, on sait d'où elles viennent, on les a qualifiées manuellement, donc on sait exactement ce qu'il faut voir sur chaque image. Et donc ce patrimoine de données a permis d'entraîner tous ces modèles de manière assez performante, et donc d'atteindre des niveaux de performance très élevés pour chacune des briques techniques. Et ensuite, l'assemblage de ces briques, ça redevient de l'informatique plus traditionnelle, puisque c'est en fait des règles métiers qui font que quand on détecte un véhicule sur cette voie-ci, voici ce qu'il faut déterminer comme événement, etc. Donc les solutions métiers utilisables par l'exploitant à la fin sont bien des solutions où il y a un mélange de modèles IA qui reconnaissent des événements sur des vidéos et plus de l'informatique traditionnelle qui assemble ces informations IA pour en faire quelque chose d'utilisable par l'exploitant. Et donc je vais vous balayer les quelques sujets qu'on a mis en production, donc qui fonctionnent aujourd'hui, qui apportent des bénéfices à l'exploitation. Le premier, donc c'est une image qui circule depuis quelques années, ça fait 7 ans que c'est en production, donc ça commence à être un peu has-been en termes d'image, mais je la montre quand même, parce que c'est la principale valeur ajoutée qu'on a apportée, c'est la détection dans les voies de péage de la classe du véhicule. Ça a l'air simple comme ça, jusque-là on le faisait avec des boucles électromagnétiques ou des capteurs laser, des systèmes traditionnels qui ont un taux d'erreur entre 90 et 95%, un taux de correction entre 90 et 95%, donc 5% d'erreur. Notre modèle permet d'arriver à plus de 99% de performance, donc on divise par 5 à 10 le niveau d'erreur.
Donc ça permet de gagner énormément en termes de traitement de toutes ces erreurs. Et une erreur au péage, c'est un client qui n'est pas content, qui appelle, et donc qui génère un appel, qui génère de la congestion au péage, ou qui génère une réclamation après quand il a dû payer un mauvais tarif. Et on a su détecter avec ces modèles-là des choses qu'on n'arrivait pas à détecter par des moyens traditionnels. Typiquement, par exemple, il y a un tarif en France quand vous avez un véhicule avec un macaron handicapé. Vous ne payez pas le tarif standard. Et là, il n'y a aucun moyen traditionnel de détecter le macaron handicapé. Et donc jusque-là, c'était forcément un appel-envoi. Donc quelqu'un qui devait répondre au téléphone pour aller appliquer le bon tarif au client. Et donc là, évidemment, ça nous économise des coûts de gestion de ces situations, mais pour le client, c'est également beaucoup de bénéfices. C'est un service propre dès le début, et donc assez performant. Donc ce modèle-là, on en parle encore parce que c'est une fierté, hein, ça fonctionne très bien. On est en train d'essayer de le déployer sur d'autres réseaux d'autoroutes, notamment aux États-Unis. Et j'en parle aussi parce que c'est une technologie qui a été mise en production il y a 7 ans. Depuis 7 ans, beaucoup de choses ont évolué hein, sur le marché de l'IA et on est en train de reconcevoir from scratch, donc de base zéro, tout le produit TollSense parce qu'avec les librairies techniques qui existent aujourd'hui, le matériel qui a évolué et tout ce qui est disponible, on est capable de diviser par 10 à peu près les coûts d'inférence, donc les coûts de calcul de cette solution-là. Et donc on avait déjà à peu près divisé par 10 les coûts opérationnels de gestion du problème de classification en voie. Et là, on va gagner un nouvel ordre de grandeur juste avec 7 ans de progrès technologique dans l'IA. Donc on divisé par 100 les coûts de gestion de ces sujets-là. J'ai mis quelques images pour vous donner un autre exemple parce qu'en fait, le gisement de sujets est assez grand en fait, dans la gestion du péage. Dès que vous avez des images, vous avez des choses à en faire. Là, c'est un cas qu'on est en train de travailler avec nos cousins américains de Vinci Highways aux États-Unis. Notre sujet, c'est de détecter, d'être capable de détecter quand 2 véhicules sont les mêmes, sans pour autant être capable de lire la plaque. Donc on a plein de cas où la plaque d'immatriculation n'est pas bien visible, parce qu'elle est masquée, parce qu'elle est un peu floue, la caméra n'est pas de très bonne qualité, et où les algorithmes d'OCR traditionnels ne sont pas capables de dire que c'est la même plaque. Donc vous avez des exemples, hein, c'est des lots qui voient un Q à la place d'un O, et donc on ne sait pas dire que c'est la même. Moi, avec mon modèle, je ne sais pas non plus dire quel est le numéro de la plaque, par contre je sais dire avec une certitude absolue que c'est la même. Et ça crée de la valeur parce que quand on a cherché un contrevenant, si on peut faire un gros lot avec toutes les photos de ce même contrevenant qui est passé 10 fois au même endroit, on ne le traite qu'une seule fois. Et c'est ça qui crée les coûts de gestion d'un péage en flux libre, c'est essentiellement la gestion des contrevenants. Donc ça crée beaucoup d'économies de gestion de savoir faire ça. Ensuite, on est capable également de lire sur des images vidéo, donc là c'est plus des photos mais des vidéos qui circulent, de détecter des événements. Donc c'est des technologies qui existent également depuis une vingtaine d'années, mais qui n'étaient pas basées sur l'IA jusque-là. C'était totalement les modèles étaient totalement déterminés. Là, on part sur des modèles de réseaux de neurones qui sont capables, avec des meilleurs niveaux de performance que ce qui existait jusque-là, de détecter tous les événements qu'on a besoin de détecter, d'abord dans les tunnels, mais également hors tunnel. Donc tous les tunnels doivent être équipés d'un système de détection automatique. Traditionnellement, ils sont très peu performants, ils ont beaucoup de taux de fausses alarmes. Et les taux de fausses alarmes sont des choses qui décrédibilisent tous les systèmes de détection automatique, puisqu'on ne les regarde plus quand le taux de fausses alarmes est trop élevé. Et donc on a été capable de livrer des solutions, en particulier dans le duplex A86, qui n'est pas très loin de Paris, qui a des niveaux d'exigence en termes de performance qui sont les plus élevés de tous les tunnels en France, quand on regarde les clés du dossier de sécurité. Une autre solution qu'on a déployée, dont on est assez fier, c'est un spin-off, j'ai envie de dire, de la détection automatique d'incidents dont je viens de parler juste avant. Donc une fois qu'on est capable, sur une vidéo, de détecter un événement, il suffit de mettre une caméra dans un fourgon, de mettre un ordinateur à côté de la caméra et d'installer une version légère, portable, de nos modèles pour pouvoir détecter quand un fourgon qui est garé sur le bord de l'autoroute risque de se faire heurter par un conducteur inattentif. Et donc, alors il y a beaucoup de solutions aussi traditionnelles qui ont été testées avec des lasers, avec des choses comme ça, mais qui génèrent un taux de fausse alarme très très élevé, parce qu'ils n'arrivent pas à discriminer correctement la voie. Vous voyez en bas l'image, c'est la zone blanche.
C'est la voie sur laquelle il est dangereux qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Par contre, s'il y a quelqu'un qui circule sur la voie juste à côté, il ne faut pas qu'on ait une alarme, évidemment. Et ça, c'est l'IA qui dessine la zone blanche sans que l'agent routier dans le fourgon ait besoin d'appuyer ou de faire le moindre geste. Il n'appuie que sur un bouton et il quitte son fourgon. Et c'est ça notre valeur ajoutée dans cette solution. Donc on a généralisé cette solution à tous nos fourgons sur le réseau Vinci Autoroute. Et on a des clients, d'autres exploitants en France qui sont en train de déployer notre système. Et on a gagné un prix de la sécurité routière dont on est assez fiers. Et pour finir, pour faire un peu une transition avec mon collègue pour la suite, quand on est capable de voir quelque chose sur une caméra et de le reconnaître automatiquement, on peut faire du comptage classifié, c'est-à-dire qu'on est capable de reconnaître, de classer véhicules légers, motos, poids lourds, cars, etc. en un point donné. Du moment qu'on a une caméra qui regarde le trafic, on sait décrire ce qui se passe sur cette caméra et on sait même aller jusqu'à voir à l'intérieur du véhicule le nombre de passagers et donc faire des statistiques de ce qu'on a appelé autosolisme. Et donc on publie régulièrement, on a publié ce matin la dernière campagne du baromètre de l'autosolisme Vinci Autoroute, qui est basée sur une technologie Cyclope qui compte le nombre de passagers dans les véhicules et qui fait des statistiques, qui montrent qu'en France, quoi que vous fassiez, vous êtes à 85% à peu près de voitures avec un conducteur seul quand vous regardez le trafic le matin. Donc ça pose d'autres questions, évidemment. Voilà. Du coup, je te passe la main. Merci Guillaume. Alors, pour faire plaisir à Patrick Stella et pour le remercier de toujours souligner la collégialité entre les écoles, au début j'avais prévu de commencer ma présentation avec une petite blague sur IA et transport. Sauf qu'hier, donc je rentrais de la fête. Alors la fête, c'est l'Association française d'économie des transports, c'est pas ce que vous pensiez. D'ailleurs, je remercie la Fabrique de la Cité qui a soutenu notre conférence. Et donc, je rentre de la fête et là, je me fais une entorse à la gare de Perrache. Et du coup, j'avais plus du tout envie de faire une blague. Alors, quel rapport, vous vous dites? Pourquoi il nous parle de ça? Parce que donc, déjà, est-ce que mon assistant Perplexity m'a prévenu qu'il y avait des travaux à Perrache, que c'était le bordel et qu'il fallait modifier l'itinéraire piéton en conséquence? Non. Donc, recommandation personnalisée d'itinéraire, 0. Et est-ce qu'après, il m'a rappelé les conseils de sécurité que pour la mobilité douce, il ne fallait pas courir dans les tunnels de Perrache quand il pleuvait, qu'il faisait noir et qu'on ne voyait pas bien les marches? Non plus. Donc maintenant, ce prédictif des piétons, ça ne marche toujours pas encore. Donc heureusement qu'on a eu la présentation de Guillaume avant, parce que sinon j'arrêtais tout de suite ma présentation et je disais l'IA dans les transports, ça ne marche pas. Mais bon, on va quand même en parler. Et du coup, alors, donc, je vais vous parler d'abord, je vais faire une petite introduction, je vais vous parler des travaux qu'on fait en interne et je vais aussi vous parler des travaux qu'on réalise avec nos partenaires. Alors, pour commencer, rappel sur quel sujet on travaille à l'école. Donc, on a deux gros axes. Un sur l'éco-conception. Donc, on travaille sur l'éco-conception des infrastructures et des bâtiments, notamment avec Adélaïde et Aurore, par exemple, qui sont présents avec nous. Et là, je vais vous parler plutôt de nos travaux sur les systèmes de mobilité, avec trois axes de recherche sur l'analyse des comportements, la modélisation et l'évaluation des politiques et des projets de transport. Alors, l'IA, à quoi ça nous sert pour tout ça? Ça va nous servir à trois choses principalement. Déjà, tous les éléments d'analyse au niveau du comportement humain, mieux comprendre comment les personnes ou des entreprises pour le fret prennent des décisions en mobilisant notamment les données massives et aussi pour travailler sur le diagnostic territorial. Voilà, il y a l'IA qui lui a pas aussi dire de couper le son sur ton téléphone. Vous voyez, ça marche pas. Pas encore, mais ça va venir. Premier point, donc l'analyse. Le deuxième point, c'est sur la modélisation. On en a déjà beaucoup parlé dans les présentations précédentes. Et nous aussi, évidemment, dans la modélisation de la mobilité, ça apporte beaucoup pour... C'est juste, je ne vois plus mon écran, il y a un sac devant. Mais c'est pas grave. Donc ça complète les méthodes traditionnelles. Et c'est beaucoup utilisé aussi pour améliorer la calibration des modèles. On a parlé de jumeaux numériques, notamment dans la première intervention sur le bâtiment. Donc ça, on a des choses similaires dans les transports. Et pour accélérer le calcul des modèles, ça à travers la métamodélisation, les surrogate modèles, on en a aussi parlé. C'est très bien, du coup, je pourrais aller plus vite. Et sur la conception aussi, ça aide. Au dernier maillon de la chaîne,
pour pouvoir identifier plus rapidement les potentiels de solutions de mobilité, je vais en parler un peu, et pour accompagner la prise de décision après pour, au sein de différentes solutions, choisir quelle est la meilleure. Alors, sur quoi nous, on a travaillé au sein de l'école? Alors, on a eu une thèse qui avait été encadrée par Fabien, qui est aussi présent, et de Dan Youngson, qui portait sur comment mobiliser les traces pour analyser les comportements et les territoires. Mais ça, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, parce que Maxime me dit que je n'ai pas assez de temps. Du coup, je vous renvoie vers, c'est une blague, vers le site YouTube, où vous pourrez retrouver notamment donc, les enregistrements. Vous voyez plein de photos de Maxime sur l'écran. Et tout en bas à gauche, en tout petit, vous pourrez m'apercevoir. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site, hein, à la fois sur le site du Lab, sur la chaîne YouTube, vous retrouverez les replays de plein d'événements et donc vous pourrez m'entendre parler de ça il y a 2 ans. Et donc aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de travaux qu'on a réalisés avec l'université en collaboration avec l'université Gustave Eiffel sur les flottes synthétiques, où on va chercher à mobiliser l'intelligence artificielle pour mieux représenter les données d'entrée dans les modèles. Alors là, de quelles données d'entrée on parle? Nous, pour les modèles de mobilité, pour bien pouvoir représenter à la fois les comportements, les décisions et les impacts environnementaux de la mobilité, c'est important de bien connaître la flotte de véhicules. Ce n'est pas du tout la même chose, évidemment, si on a un véhicule très vieux, très polluant versus un véhicule neuf. Du coup, on a besoin de représenter ça dans ce qu'on appelle des populations synthétiques, d'associer aux ménages le type de véhicule qu'ils ont. Et l'IA, pour ça, va être très Alors, du coup, la question que s'était posée, c'était il y avait des méthodes traditionnelles qui existaient, qui s'appellent des modèles de choix discrets. Et en ce moment, il y a beaucoup de travaux qui visent à étudier quel est l'apport de l'IA par rapport à ces méthodes standards. Et du coup, on a Marjolaine Lannes, ma doctorante, qui a travaillé sur la comparaison des modèles. Donc, vous pouvez voir l'échantillon de modèles qu'elle a pu tester. Et alors là, tout le monde évidemment se dit c'est sûr, l'IA a gagné, c'est trop fort. À ce stade, bon, ça date un peu, la réponse serait peut-être plus la même aujourd'hui, mais donc elle avait fait ce travail il y a 3 ans. Elle avait trouvé que ça dépendait des types de modèles, sur la motorisation et sur le type de véhicule, le type de carburant. Là, les méthodes standards performaient de manière comparable à l'IA et du coup, on avait plutôt tendance à vouloir garder la précédente méthode. Et par contre, sur l'ancienneté du véhicule et la norme Euro, là, les méthodes IA surperformaient les méthodes traditionnelles. Donc, fallait combiner et grâce à ça, on a pu améliorer la qualité de la flotte synthétique. Et du coup, on peut, par exemple, représenter plus finement quel est l'impact du niveau de revenu sur le type de véhicule, est-ce que c'est électrique, diesel, essence, ou sur la norme Euro détenue par les ménages, pour pouvoir... Alors, et pourquoi on fait ça? C'est par exemple, donc Marjolaine, après, dans sa thèse, elle a mis en œuvre une chaîne de modélisation complète pour représenter l'exposition, enfin donc la mobilité, les émissions, la qualité de l'air et l'exposition. Et donc, grâce à cette coopération avec l'université Gustave Eiffel et Pierre-Olivier Vendangjon, elle a pu mieux représenter la flotte de véhicules. Et du coup, on voit que ça a un impact. Là, vous voyez en bas à droite, il y a un tableau qui montre comment sur les émissions, on a des écarts entre l'approche en véhicule moyen versus la flotte détaillée que Marjolaine a mise en œuvre. On voit que, alors sur... s'il y a des questions, je pourrais détailler. Sur les gaz à effet de serre, ça a très peu d'impact. Ça a beaucoup plus d'impact sur les polluants locaux et sur les NOx à cause des phénomènes d'accélération, décélération. C'était ce qui était attendu, donc c'est normal. Et on voit aussi en bas, donc elle avait regardé sur, quand on regarde l'exposition aux polluants locaux en fonction du lieu de résidence, le fait de mieux représenter la flotte de véhicules, on voit aussi que ça a des impacts. Vous pouvez voir les petites variations sur la carte en bas à droite. N'hésitez pas à reposer des questions parce que là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est juste un peu pour illustrer à quoi ça sert et pourquoi c'est important. Ça non plus, les lignes de covoiturage, je n'en parle pas, vous connaissez la réponse, vous allez sur YouTube, Maxime, mais t'inquiète pas, ça va revenir. Maxime est inquiet, il se dit, j'avais prévu des questions, comment je vais faire? Moi, j'avais envie de parler des zones à circulation restreinte. Donc, vous savez, à Paris, notre maire a décidé de mettre ça en œuvre dans le cœur de la ville. Et la question que vous posez tous, c'est jusqu'où ça va aller? Est-ce que ça va bientôt couvrir toute l'Île-de-France et qu'il faudra faire tous nos trajets à pied ou en transport en commun? Donc, on avait commencé par travailler sur juste la ville de Paris. On avait échangé avec les services techniques de la ville à ce sujet qui s'intéresse
beaucoup à la modélisation multi-agent. Donc on avait fait des scénarios pour voir déjà à Paris qu'est-ce qui se passait. Donc ça, c'était le premier travail que vous pouvez voir. C'est pareil, c'était juste pour illustrer qu'on avait regardé les impacts CO2, des indicateurs socio-économiques, qui montraient d'ailleurs de manière assez contre-intuitive qu'il fallait mieux que notre chère maire n'avait pas été assez ambitieux, c'est que ça aurait été plus pertinent de faire ça sur toute la ville et pas uniquement sur les 4 premiers arrondissements. Voilà, je ne sais pas si je vais me faire des amis en disant ça, mais donc ça sera nos recommandations pour la mairie de Paris. Et après, la question que vous voulez savoir, c'était est-ce que ça pourrait être pertinent de déployer ça à plus grande échelle en Île-de-France? Le problème, donc, pour faire ça, on pourrait faire plein de simulations avec nos modèles MathSim, multi-agents, qui représentent bien la mobilité. Mais comme c'est des modèles assez complexes, ça prend beaucoup de temps à les faire tourner. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est une technique qui a été évoquée déjà dans plusieurs des interventions, c'est on utilise des métamodèles. Donc, on va, voilà, comme on n'a pas suffisamment de très gros serveurs de calcul aux États-Unis, on va faire quelques simulations pour voir donc quelle est la réponse du modèle complexe, quels sont les résultats qu'il donne sur certains scénarios. Et après, on va entraîner un modèle IA pour émuler le modèle, pour pouvoir faire après beaucoup plus de simulations, beaucoup moins coûteuses en temps de calcul. Donc voilà, là vous voyez le modèle qui est présenté avec MathSim, le modèle d'émission et tout ça, c'est le modèle complexe dans son ensemble qui est très coûteux à lancer. Donc on le fait tourner quelques fois quand même pour pouvoir donner des données d'apprentissage à l'IA. Et puis ensuite, ben voilà, on entraîne des modèles pour essayer de reproduire les sorties de ce gros modèle complexe pour avoir un métamodèle sur lequel on va pouvoir optimiser de manière beaucoup plus rapide. Et du coup, là, dans cet exemple-là, donc c'est Tatiana Sergina et Alexis Poulès, qui là, pour le coup, ne sont pas présents, mais que je représente, qui avaient fait ces travaux-là avec un stagiaire, Ulysse, et ils avaient trouvé que les ANN marchaient très bien. Voilà. Alors, moi, au début, comme ma direction était là, je voulais vous parler que de l'école des ponts, mais Charles m'a dit, non, mais il faut quand même parler un peu des partenaires. Non, mais je rigole. Évidemment, nous, on aime beaucoup travailler en partenariat. Et par exemple, on a travaillé avec Polytechnique Montréal sur la question de la localisation des bornes de recharge. Pourquoi? Parce que, donc déjà, à Montréal, beaucoup d'hydroélectrique, qui s'intéressent beaucoup à la mobilité électrique aussi, donc évidemment. Et donc, ils ont beaucoup de compétences sur le sujet. Donc, on avait travaillé avec Polytechnique Montréal et le CIREG sur à la fois la question de la localisation optimale et de l'impact environnemental des bornes en analyse de cycle de vie. Et du coup, là, à Polytechnique Montréal, ils ont fait exactement la même chose que ce que je vous ai montré sur les zones de circulation limitée. C'est pareil, c'est donc la problématique, c'était d'utiliser la modélisation multi-agent avec MathSim pour réfléchir à comment on localise de manière optimale les bornes de recharge en fonction des programmes d'activité des individus, hein, parce que, par exemple, si vous vous arrêtez à la boulangerie, vous n'avez pas trop le temps de recharger votre véhicule électrique. Par contre, si vous restez 8 heures, 9 heures, 10 heures sur votre lieu de travail, là, vous avez le temps de recharger. Donc, c'est important d'intégrer ces éléments-là dans la localisation des bornes. Et c'est pareil, donc c'est trop coûteux. On peut le faire avec ces modèles, mais c'est très coûteux en temps. Donc, on fait exactement la même chose. On va faire de la métamodélisation. Donc, vous voyez là le slide qui développe la méthodo, mais c'est pareil, on pourra revenir sur les questions, mais c'est toujours donc la même approche. On commence par faire une modélisation entière, mais limitée avec quelques points. Ensuite, on entraîne des modèles, un métamodèle basé sur de l'IA pour émuler le modèle complexe et pour pouvoir optimiser plus facilement. Et grâce à ça, Polytechnique Montréal, du coup, ils ont pu montrer comment on pouvait localiser de manière optimale différents types de bornes de recharge. Donc, ils avaient regardé 3 niveaux, niveau 1, niveau 2 et des bornes ultra rapides. Et du coup, là, ils trouvaient que la stratégie optimale, c'était surtout de combiner beaucoup de bornes de niveau 1, pas trop rapides, avec des superchargeurs, quelques superchargeurs, mais concentrés dans les zones denses. On a vraiment une grosse activité. Et du coup, grâce à ça, ils montraient qu'on pouvait réduire fortement le temps d'attente au niveau des bornes de recharge. Du coup, là, c'est une coopération. Et donc, il y avait eu un événement que vous pourrez aussi retrouver sur YouTube. On avait fait ça à Montréal. Et on prolonge la coopération à travers une thèse en partenariat avec eux, toujours autour du sujet de la mobilité électrique, mais cette fois en Île-de-France.
Et du coup, je vais vous parler aussi, on a parlé tout à l'heure des AMI. Donc nous, sur le sujet mobilité, on a 2 coopérations. Une avec un bureau d'études récent qui vient de se monter il n'y a pas longtemps, qui s'appelle ROC, qui travaille sur donc notamment les mobilités urbaines, et où le but, c'est de réfléchir comment on peut mobiliser les traces numériques pour améliorer aussi la qualité de modèle. On l'a vu avec Marjolaine au niveau de la flotte de véhicules. Là, c'est plutôt pour étudier les programmes d'activité des individus. C'est comment on peut vous espionner avec vos smartphones pour savoir est-ce que vous travaillez, est-ce que vous faites vos courses. Voilà, donc on ne le dit pas trop, mais on le fait quand même. Et du coup, voilà, c'est typiquement, donc on va prendre des traces qui sont juste horodatées et on réfléchit comment on peut les labelliser avec du lieu de domicile, lieu de travail, le lieu de loisir. Ça, donc c'est avec ROC qu'on va collaborer là-dessus. Et l'autre, c'est avec un autre bureau d'études start-up qui s'appelle Telae, où là, c'est plutôt, comme je disais, l'IA, ça peut aussi servir à la conception. L'idée, c'est de pouvoir identifier des potentiels de solutions de manière rapide, c'est-à-dire pour voir, on est sur un territoire, à Nantes, à Bordeaux, où est-ce qu'on pense que ça peut être pertinent de déployer des services de car express, des lignes de covoiturage, voire des voies réservées. Ça, si on veut explorer ça avec les modèles complexes, c'est très long. Donc l'IA va nous servir à essayer de réfléchir où est-ce qu'on peut identifier des potentiels et sur quels axes il faut a priori prioriser les études. Donc c'est ce sur quoi va nous accompagner Telae. On voit là le schéma en bas à droite. Du coup, l'idée, c'est que l'IA va servir d'accélération au départ pour identifier quelles sont les zones où il y a les plus forts potentiels pour ce type de solution. Mais après, on va quand même utiliser les modèles complexes pour analyser ces solutions plus finement et vérifier leur pertinence. Et du coup, grâce à l'IA, on va pouvoir déjà présélectionner, pouvoir identifier les meilleurs candidats et les affiner avec toute notre modélisation multi-agent. Voilà, alors pour conclure, IA et modèles traditionnels, complémentarité et substitution, nous, notre idée, c'est bien qu'il y a des deux. Dans certains cas, ça peut se substituer avec tout ce que j'ai évoqué sur préconception de politique, accélération de modèles, tout ça, mais c'est aussi complémentaire. On l'a vu comment l'IA pouvait accompagner l'enrichissement des données d'entrée, la calibration. Alors, si vous avez suivi aussi, je vous ai beaucoup parlé de modèles multi-agents et de MathSim, mais évidemment, c'était prémédité parce que si vous regardez, voilà, si on regarde les voyelles, MathSim c'est fait AY, donc MathSim, la boucle est bouclée. Voilà, et maintenant, merci encore à Vinci pour son soutien et je serai ravi de prendre vos questions avec Guillaume. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation très riche ? Peut-être... vas-y Erwan, oui. Alors, Erwan Persson, je suis professeur à AgroParisTech. J'ai une question qui pourrait aussi s'adresser à la première séquence, parce que beaucoup d'utilisations d'IA ont comme objectif d'optimiser un certain nombre de choses, dont les coûts énergétiques ou une réduction de l'empreinte environnementale quand il s'agit des bâtiments ou de fluidifier le trafic. Alors moi, je ne suis pas expert en intelligence artificielle, plutôt très mécaniste dans mes approches. Et j'entends dire que l'IA est très coûteuse énergétiquement. Et du coup, ma question, elle est, j'espère qu'elle va être claire, est-ce qu'on ne transporte pas le coût énergétique ou l'empreinte environnementale pour optimiser l'énergie à mettre dans le bâti pour le chauffer ou mieux fluidifier le trafic ou autre? Donc on est mieux sur l'élément bâti, l'élément transport, etc. Mais par contre, si on compte l'énergie dépensée à réfléchir à l'optimisation, est-ce que finalement, ce n'est pas la même énergie totale des deux? C'est une question de non-expert, mais j'entends dire qu'il vaut mieux faire une recherche Google que ChatGPT. Je pense que tout le monde l'a entendu dans les grands médias. Voilà. Peut-être je commence et puis je te laisserai compléter. Alors, on a regardé un petit peu le sujet. Si on regarde les différents produits, si les différentes solutions qu'on a en œuvre chez Cyclope,
Si vous regardez, par exemple, Patrol Care, on vient créer un usage qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'on protège quelqu'un qui jusque-là était sans protection sur l'autoroute. Et donc c'est compliqué de dire est-ce que ce coût-là est justifié, etc. Ça reste un système qui fonctionne sur un ordi portable dans un fourgon. C'est pas non plus, on n'a pas besoin d'un data center énorme pour faire marcher ce genre de solution. Après, quand on regarde la solution massive qu'on a au péage sur la classification, il y a un ordre de grandeur d'optimisation. C'est-à-dire qu'on est nettement moins coûteux en énergie si on calcule tout, avec l'IA qu'on déporte pour faire la reconnaissance d'image, par rapport à tout ce qu'on avait comme processus avant, y compris de salariés qui devaient se déplacer pour aller traiter des cas problématiques. On gagne un ordre de grandeur. Et je vous ai expliqué pendant la séquence, et on est en train de gagner un deuxième ordre de grandeur juste avec l'évolution naturelle des technologies. Donc j'ai relativement peu de doutes qu'on n'est pas en train d'augmenter un impact pour optimiser un sujet financier. Au global, on optimise tout. Merci Erwan pour la question. Alors moi j'ai fait tourner beaucoup de LLM pour faire ma présentation, donc je vais essayer d'être très convaincant pour être sûr qu'elle soit bilan environnemental positif. Mais non, alors donc plus sérieusement, déjà il y a 2 points que je pourrais mentionner. Le premier, c'est que IA, c'est un terme générique qui couvre pas mal de méthodes et t'en as qui sont beaucoup plus impactantes que d'autres. Notamment, tu as certaines méthodes de machine learning qui, elles, sont pas si coûteuses que ça en énergie. Et pour répondre plus généralement, en tout cas, on a des... En tout cas, dans la recherche, pour Agro, du coup, je ne sais pas si vous faites partie de ça, mais je crois que si d'ailleurs, mais on a des méthodes enfin, on commence à développer une réflexion sur l'évaluation environnementale de la recherche. Du coup, on a une équipe qui s'est déployée au CNRS, dont fait partie l'école des ponts, dont font peut-être partie d'autres écoles. Moi, je pourrais moins vous en parler, mais qui travaille sur les sujets-là, sur à la fois un peu les thématiques sur lesquelles il veut travailler, et penser à réfléchir sur quel est l'impact environnemental justement de nos travaux de recherche et vérifier que ne pourrait pas y avoir ces problèmes-là. Du coup, c'est des choses qu'on va mettre en œuvre pour pas fournir une réponse là aujourd'hui générale, mais pour réfléchir au fur et à mesure des projets, justement, mieux apprendre sur ces éléments-là et être sûr qu'on ne déplace pas juste les impacts. Puis après, il y a aussi quelques ordres de grandeur. Je me fais le porte-parole des premiers présentants de ce matin de l'équipe du bâtiment. Mais par exemple, sur l'efficacité énergétique des bâtiments, les méthodes qui ont été présentées ce matin, ça fait partie plutôt des méthodes frugales qui sont expliquées par Nicolas. Et les consommations d'énergie dans le bâtiment, c'est 30 à 40% de l'énergie au niveau mondial. Et on dit souvent que ces approches d'optimisation, de thermostat intelligent, ça peut avoir des gains de l'ordre de 20 à 30%. Donc là, on voit qu'il y a un retour sur investissement qui est clair, en tout cas, sur ces approches-là. Je faisais un peu volontairement une question de candide, hein, de moitié faux candide. On avait compris. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions de candide, de moyennement candide ou pas? Ouais. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Mamadou Baldé, je suis enseignant-chercheur au niveau de l'École supérieure polytechnique de Dakar, Sénégal. En fait, c'est une petite question par rapport à l'influence disons, de l'image. Par exemple, tout à l'heure, lors de la première présentation, vous avez dit que vous étiez à 99%. En fait, vous avez vous captez la réalité à 99% si on se trompe. Maintenant, vous avez parlé aussi de briques que vous introduisez au niveau de votre outil. Maintenant, la question, c'est de savoir quelle est l'influence, par exemple, de la lumière, de la journée, ou bien l'influence du climat et autres. Et aussi, est-ce qu'il y a aussi au niveau des éléments de vidéo, est-ce qu'il y a par exemple des caractéristiques de la caméra qu'il faudra choisir? Merci. Alors, toutes nos solutions, on a des exigences en termes d'éclairement. Donc, ça marche. Toutes les voies de péage sont suffisamment éclairées pour qu'il n'y ait pas de problème de nuit, de jour ou autre. Les tunnels, ils ont le bon goût d'être toujours à luminosité à peu près constante. Quand on est en extérieur pour faire de la détection automatique, c'est plus compliqué, effectivement.
Et donc il y a des solutions avec des caméras un peu plus technologiques qui permettent d'enrichir la luminosité et de voir la nuit à peu près aussi bien que de jour, mais c'est moins performant. Donc le 99%, c'est plutôt pour les cas d'usage normalisés avec luminosité constante. Et j'ai oublié la deuxième question, il y avait une autre partie dans la question. C'est les caractéristiques des caméras. Oui, alors justement, les caméras, donc comme je l'expliquais au début de ma présentation, l'idée de base, c'était il faut qu'on n'ait pas d'investissement dans l'infrastructure. Et donc il faut que nos caméras telles qu'elles sont, vieilles technologies analogiques avec des convertisseurs, des technologies modernes numériques, qu'on puisse être capable de tout digérer comme signal. Et on a les mêmes niveaux de performance, quelle que soit l'origine du flux de vidéo. C'est encore possible de poser une question, voire même plusieurs si vous le souhaitez. Moi, j'en ai. Déjà, j'ai une remarque et puis une question. La remarque, c'est ce que tu as montré sur Montréal, où on voit ensuite des croix sur la carte, des emplacements potentiels pour des bornes de recharge. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que historiquement, le partenaire chez Vinci de vos travaux au LVMT, c'était Vinci Autoroute. Donc là, vous êtes bien dans la lignée historique tous les deux, ou Vinci Concession. Et là, on voit que quelque part, on définit le lieu potentiel de travaux futurs pour les métiers des constructions des routes Eurovia, qui étaient d'ailleurs présents à Montréal. Et puis également les métiers de Vinci Énergie qui étaient très à l'écoute de ces questions-là. Donc c'est vraiment, je trouve, un des sujets de l'intelligence artificielle. On l'a vu aussi ce matin avec le bâtiment. Historiquement, l'IA, c'était plutôt sur des métiers de conception. Maintenant, c'est des sujets qui font aussi sens pour des facility managers ou des gens qui vont avoir un impact qui vont répondre à des appels d'offres de travaux. Et donc, en fait, je trouve que cette bascule de recherche, elle permet d'ouvrir de nouveaux environnements. Donc ça, c'est plutôt une observation qu'autre chose. Je ne sais pas si ça amène une réponse. Et par contre, dans la suite de cette observation-là, pour ceux qui veulent réduire leur temps d'écran et pas forcément aller sur YouTube pour voir des anciennes vidéos, sur les bornes de covoiturage, c'est aussi... on est un peu dans la même mouvance. C'est quelque chose qui peut avoir des répercussions et se retrouver comme une commande publique, par exemple, ou un maître d'ouvrage public qui pourrait vouloir réaménager son territoire. Et comment vous en êtes arrivé là? Merci. Alors, sur le premier point, si quand même je veux mentionner qu'effectivement, nous, un des apports qu'on entrevoit et dont on est assez persuadé, c'est que donc, ces modèles de mobilité, que ce soit modèles multi-agents, voire des solutions un peu plus standards, il y a quand même des potentiels importants pour accompagner les politiques de mobilité partout dans le monde. Là, historiquement, ça a été plutôt développé dans des villes développées, mais on l'utilise partout en Amérique du Sud, Afrique, Asie. Et par contre, il y a évidemment des territoires où on manque de données, d'enquêtes, et où l'IA peut vraiment aider à partir de données hétérogènes, multisources, à accompagner le déploiement de ces solutions de manière beaucoup plus facile. Quand par exemple, moi j'ai vu la Banque mondiale qui doit évoluer des projets de LGV au Kazakhstan et qu'on a zéro enquête et très peu de données, mais on peut avoir accès à des données de téléphonie mobile. Donc voilà, on peut réfléchir à comment on peut travailler à partir de ces données-là et profiter de l'IA pour voir ce qui s'est passé sur d'autres territoires comparables et comment on peut le transposer. Ça, c'est le point 1. Sur le point 2, sur le covoiturage, là, je vais revenir aussi sur la présentation précédente parce que je pense qu'on peut tous les deux un peu répondre à cette question-là. Mais ce qui est sûr, c'est... parce que je pense que ce type de solution peut être pertinente pour ça. Donc évidemment, décarboner les transports, c'est très dur. On a du mal. Le covoiturage, c'est une solution assez peu coûteuse à mettre en place et qui a une certaine pertinence. Il y a des limites avec les effets rebonds, mais c'est quand même important d'essayer de travailler là-dessus. Et oui, du coup, mais par contre, on a encore du mal à voir où ça peut bien marcher, où est-ce qu'il faut concentrer les efforts. Il y a évidemment en France, il y a quand même beaucoup de réflexions là-dessus à travers les projets de CERM notamment, où c'est pas juste faire du ferroviaire, mais il y a aussi accompagner avec
des cars express, des lignes de covoiturage, des voies réservées. Donc, il faut réfléchir à ça. Du coup, oui, on pense, notamment avec l'IA, les données numériques, c'est beaucoup plus facile d'essayer d'identifier où est-ce qu'il y a des zones de convergence, où est-ce qu'il y a des endroits, où est-ce qu'on voit déjà du covoiturage qui est en place, avec notamment justement des méthodes basées sur les caméras pour essayer de compter ça. Et où est-ce qu'on voit qu'il y a beaucoup de flux, de trafic. Donc, il y a des lignes de covoiturage, notamment il y a Ecov en France qui déploie ça. Il y a Fabien a travaillé avec eux, moi aussi un peu. Virginie aussi d'ailleurs, je crois. Voilà, donc c'est important de accompagner, d'essayer d'accélérer ce point-là. Et du coup, c'est grâce à ce type de solution qu'on peut voir le plus facilement où il y a du potentiel. Et après, il y a différents niveaux infrastructurels. On peut réfléchir. Moi, j'ai un doctorant, Martin Briand, qui j'espère présentera ici un jour, qui est plus axé sur les autoroutes et les voies réservées. Et le covoiturage, je ne sais pas que, même si c'est des axes très importants où il faut réfléchir à déployer ces solutions, on peut avoir des solutions plus soft, avec très peu d'infrastructures, comme justement des lignes de covoiturage sur nationales, départementales. Donc il faut mixer ça et avec l'IA, on peut réfléchir à quelle est la solution pertinente en fonction des territoires. Je ne sais pas si Guillaume, tu veux... Non. Mais bon, du coup, Cyclope peut nous aider pour faire ça, pour identifier ses potentiels. Et c'est vrai que il faudra que je discute après avec Guillaume pour voir si avec Telae, on pourra travailler tous les trois et pas juste tous les deux. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir à nouveau.